Le Nouveau Courrier numéro 923, samedi 9 et dimanche 10 novembre 2013. Novembre 2004, le document caché qui dérange, part 2, par Théophile Kouamouo. Le Nouveau Courrier a réussi à se procurer un mémorandum rédigé par Jean Ballan, avocat commis par les parents des victimes du bombardement de Bouaké le 6 novembre 2004. Un document qui renforce fortement, sans l'assumer, la thèse du complot orchestré par les autorités françaises pour se débarrasser du président ivoirien. Deuxième partie de la synthèse que nous avons réalisée sur la foi de ses écrits, d'où émergent des révélations explosives, où l'on découvre un autre visage du général Henri Poncet et où l'on comprend pourquoi il fait peur. Le général Henri Poncet, commandant de l'opération Licorne au moment des événements douloureux de novembre 2004, est entré dans la mémoire collective ivoirienne comme l'instrument de la guerre de 6 jours de la France contre la Côte d'Ivoire, comme le boucher de l'Ivoire, bref, comme un militaire sans scrupules excessifs ni état d'âme au service d'une cause profondément discutable. Les aveux de Poncet. Le mémorandum rédigé par l'avocat français Jean Ballan à destination des familles des soldats français tués en Côte d'Ivoire en novembre 2004 nous permet de rectifier cette perception. Henri Poncet apparaît comme un militaire discipliné qui a exécuté les ordres de sa hiérarchie sans pour autant les approuver. Est-ce par crainte d'être utilisé comme bouc émissaire parfait de toutes les turpitudes de Jacques Chirac et de sa ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie, ou par révolte intrinsèque? En tout cas, dans ses différentes dépositions devant le tribunal aux armées, y compris celle du 20 février 2008 qui fait 22 pages, il n'élude aucun sujet et met à nu les contradictions des politiques dont les décisions sont à la base du chaos de novembre 2004, y compris devant l'hôtel Ivoire à Abidjan. Pour expliquer le refus de Paris d'arrêter les pilotes des Sukhoi, Michel Alliot-Marie a systématiquement argué qu'il était impossible de les identifier. Poncet l'a contredit. À la question du juge « Pensez-vous qu'il y a des photos des pilotes ?» il répond « Je pense que oui. Il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas réussi à photographier les pilotes. » Ensuite, les informations brutes étaient transmises à Paris. Fin de citation. Sur la relaxe des 15 techniciens chargés de l'entretien et de l'armement des Sukhoi, Henri Poncet marque également sa désapprobation. Je cite « Il aurait pu être intéressant de les interroger véritablement pour obtenir les renseignements utiles. Cependant, l'ordre m'a été donné de libérer la quinzaine slave. Il est clair que ces personnels connaissaient l'identité des pilotes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On avait la chance d'avoir mis la main sur 15 mercenaires. J'ai obéi aux ordres, mais cela aurait pu permettre l'exploitation ultérieure de la chaîne du mercenariat. » Fin de citation. Poncet poursuit « Je n'avais pas du tout envie de lâcher ces personnes. » Le juge lui demande « Avez-vous demandé des explications sur cette décision ?» Poncet répond « Oui, dans la discussion de manière informelle, pour connaître les raisons pour lesquelles on relâchait des mercenaires qui savaient certainement des choses intéressantes. On m'a répondu « Tu exécutes. » Alliot-Marie dit. Michel Alliot-Marie invoque une prétendue absence de cadre juridique pour expliquer l'inexistence dans le dossier d'interrogatoire des Slaves arrêtés à l'aéroport de Yamoussoukro. Selon moi, le cadre juridique ne posait pas de problème. Je vous renvoie à la loi Pelcha sur le mercenariat qui date de 2003. Il me semble qu'il suffisait de porter plainte contre ces gens-là pour qu'un juge français soit saisi. Moi, je ne demandais pas mieux que de les mettre dans un avion pour les envoyer en France. Je préfère donc ne pas faire trop de commentaires quant à l'absence de cadre juridique. » Fin de citation. Le propos de Poncet est d'autant plus dérangeant pour Alliot-Marie qu'elle n'est pas à une contradiction près. Ainsi, devant les députés, elle-même disait plus ou moins la même chose, c'est-à-dire le contraire de son argumentaire classique. Alliot-Marie dit et se dédie. Ouvrez les guillemets. S'agissant des sanctions pénales applicables dans les circonstances, l'article 65 du Code de justice militaire prévoit que sont justiciables du tribunal aux armées tous auteurs ou complices d'une infraction contre les forces armées françaises, si elle est réprimée par la loi française. De plus, l'article 113, alinéa 7 du Code pénal précise que la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction. L'application combinée de ces deux textes permet donc de poursuivre sur le fondement du droit français tous les auteurs et complices d'infractions commises à l'encontre de militaires français déployés à l'étranger, quelle que soit leur nationalité française ou étrangère. Fin de citation. Sur les pilotes des Sukhoi, Poncet continue de contredire Alliot-Marie. À la question « Les éléments permettant d'identifier les pilotes étaient donc parfaitement disponibles, y compris à Paris, qu'en pensez-vous ?» Poncet répond très clairement « C'est exact. » À la question « Il se trouve que le nommé Yuri Shouchkine a été identifié par plusieurs témoins comme étant l'un des pilotes ayant conduit l'attaque aérienne. Comment expliquez-vous que cet individu gardé à la disposition des autorités françaises par les autorités togolaises, très bien disposé à collaborer avec elles, a été finalement remis en liberté ?» Poncet répond par une phrase lapidaire « Je ne me l'explique toujours pas. » Le juge finit par demander si les pilotes slaves n'étaient pas des témoins gênants pour la France. Poncet, qui sait qu'il touche aux limites de son droit de réserve, se contente de dire qu'il n'a pas de commentaire à faire. L'avocat Jean Ballan écrit
Tout le témoignage du général Poncet est très intéressant. Il ne laisse de côté aucun sujet tabou. Il émet quelques hypothèses envisageables quant à l'origine de l'attaque, dont celle de la bavure manipulée, c'est-à-dire de fausses informations données aux pilotes. En outre, le général Poncet, comme pratiquement la grande majorité des militaires haut gradés à laquelle le juge a posé la même question, met hors de cause le président Gbagbo ou son entourage proche dans l'organisation de l'attaque. Il admet aussi que les Ivoiriens prétendent que les Français se sont bombardés eux-mêmes pour avoir un prétexte pour renverser le président Gbagbo. Mais évidemment, il ne soutient pas cette théorie. Ce qui est sûr, c'est que le seul fait d'évoquer une thèse aussi lourde de conséquences dans ce type de circonstances et dans ce genre de rôle revient à le renforcer. Jean Ballan brosse un bref portrait psychologique du général Poncet. Je cite : « En tout état de cause, le général Poncet a une vision très impliquée et complexe sur les événements. N'oubliez pas qu'il fut sur le terrain en Côte d'Ivoire le commandant en chef. C'est lui qui a dû gérer la situation que l'attaque de Bouaké a générée ensuite. Ces hommes venaient d'être tués ou blessés. Les militaires, par la suite, ont dû faire face à des foules déchaînées, très hostiles, persuadés que les Français voulaient faire un coup d'État. Il y a eu des dizaines de morts ivoiriens, des milliers de civils français ont vu leurs biens détruits, qui ont dû fuir la Côte d'Ivoire, leur vie étant en danger. Ils ont tout laissé derrière eux. Le général Poncet était en première ligne, et en même temps, ceux qui étaient à l'origine de cette situation, au moins comme exécutants, ont été délibérément ignorés par les autorités françaises. Sans aucune explication sur le moment. Et lorsque la justice finalement a pu avoir accès aux différents documents, les explications fournies a posteriori s'avèrent, et je les qualifie ainsi pour rester courtois, inexactes, notamment de la part de la hiérarchie politique du général Poncet, le ministre de la Défense. Il résulte du dossier que le général Poncet avait déjà fait part à l'époque, en interne, d'un esprit critique tout en respectant les ordres mais sans nécessairement les approuver. Cela devenait gênant, notamment pour le ministre de la Défense. Fin de citation. Écarter Poncet à tout prix. Il devenait urgent de discréditer et mettre à l'écart cet officier ingérable. C'est ainsi que Jean Ballan analyse la révélation en France de l'affaire Mahé. Il fallait se débarrasser de lui. Cela permettra à Mame, Michèle Alliot-Marie, comme elle l'a fait dans la presse, de répondre aux journalistes qui lui posaient des questions embarrassantes sur les déclarations de Poncet. Je cite : « Le général étant mis en cause dans une procédure judiciaire, je ne souhaite pas m'expliquer sur ses propos. » Fin de citation. Comme c'est facile. Car effectivement, fin 2005, apparaît l'affaire Mahé. À l'époque, j'avais déjà déclaré que cette affaire Mahé n'était qu'un rideau de fumée pour qu'on ne parle pas de l'affaire Bouaké. Cela m'a valu un échange de courrier assez vif avec Mame. À la lumière de ce que je connais maintenant du dossier, non seulement je maintiens intégralement ce que j'avais dit, mais j'ajoute que ce fut également un prétexte tout trouvé de se débarrasser du général Poncet. Si vous ne connaissez pas cette affaire Mahé, voici un court aperçu. J'ai la prétention de bien la connaître, étant l'un des avocats de la défense dans cette affaire. Fin 2005, le journal Le Monde publie pour la première fois un article très complet sur l'affaire Bouaké. Il posait déjà des questions sur l'attitude des autorités françaises à l'époque, notamment sur les décisions du ministre de la Défense. Normalement, quand un journal comme Le Monde soulève des interrogations embarrassantes dans une affaire, le reste de la presse s'en empare. Or cet article est passé totalement à la trappe. La raison fut très simple. Informé de sa publication, Mame convoque en urgence toute la presse écrite et audiovisuelle et leur sort l'affaire Mahé. Ce monsieur Mahé était un coupeur de route extrêmement violent et dangereux, connu et craint par tous les Ivoiriens de la région où il sévissait. Il fut tué par des soldats français dans des conditions que l'enquête judiciaire toujours en cours déterminera et que le tribunal jugera. Je ne rentre pas ici dans des conditions morales. Que Mame ait jugé bon d'envoyer les éventuels responsables devant la justice n'est pas critiquable en soi. Cependant, cette affaire était connue depuis longtemps par les autorités militaires et politiques. Pourtant, Mame a décidé de la sortir du placard le jour même où Le Monde sortait son article sur Bouaké. Je ne crois pas une seconde à une coïncidence. Le résultat fut celui escompté. Personne n'a repris l'article du Monde, toute la presse ne parlant plus que des militaires supposés impliqués dans la mort de M. Mahé. C'est uniquement, et là, le hasard fait bien les choses, dû au fait que j'étais et suis encore l'avocat d'un des militaires impliqués, que lorsque la presse s'est adressée à moi pour l'affaire Mahé, j'ai pu dire en direct sur un plateau de télévision que celle-ci fut jetée en pâture à la presse comme un rideau de fumée pour cacher les erreurs commises dans l'affaire Bouaké. Je peux aujourd'hui vous assurer, sans entrer dans le fond du dossier, que les éléments, si éléments il y a, à l'encontre de Poncet, ne représentent pas un millième de ce qui aurait permis l'arrestation des individus impliqués dans le bombardement de Bouaké. Ce qui m'avait profondément choqué et révolté à l'époque ne fut pas la sortie simultanée de l'affaire Mahé et de l'article du Monde, bien que je reste persuadé que c'était calculé. Non, ce qui m'indigne, c'est que Mame, qui aurait pu se contenter de saisir la justice si elle considérait que le comportement des militaires était contraire à la loi, ne s'est pas limitée à cela. Elle a convoqué la presse en jetant en pâture l'honneur même de l'armée française. Un malheureux fait divers fut transformé en opprobre général à l'encontre des militaires français, notamment en Afrique. L'honneur de Poncet fut mis au pilori. Mon opinion, et on peut la considérer comme subjective, est qu'elle a fait cela pour se protéger elle-même. Je m'abstiens de qualifier par des mots l'attitude du ministre de la Défense car les mots ne dépasseront certainement pas le fond de ma pensée.
L'épisode Mahé n'a pas d'incidence directe sur le dossier Bouaké. Si je l'évoque ici, c'est qu'il est significatif d'un certain comportement du ministre de la Défense de l'époque. On peut appeler ça le fait du prince. Dans son sens négatif, cela veut dire utiliser son pouvoir d'une manière non seulement arbitraire mais aussi incohérente. Toute la question que je me pose, à laquelle, comme vous, je n'ai pas de réponse, est « Pourquoi a-t-elle ainsi agi ?» Comme il le dit à plusieurs reprises dans son résumé, Jean Ballan a sa petite idée.